Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des problèmes que j'ai rencontrés avec les mots de passe sur mes sites et je vais vous donner 7 pistes pour bien les stocker et guider le choix de vos utilisateurs vers un bon mot de passe. Allez, c'est parti! Le mot de passe, c'est la façon pour s'identifier la plus courante. On l'utilise pour des sites web, bien sûr, pour votre ordinateur. J'espère que vous avez un mot de passe sur votre ordinateur, sur votre téléphone, un peu de partout. Mais pour le reste de la vidéo, je ne parlerai que des sites web. Le mot de passe n'est pas une preuve de votre identité. C'est un secret que vous partagez avec le site web sur lequel vous tentez de vous identifier. Quelqu'un d'autre peut se connecter à votre place si vous lui avez donné votre mot de passe ou s'il vous l'a volé. La gestion des mots de passe est un sujet très intéressant, mais ça reste quand même un enfer pour tous ceux qui ont un site, que ce soit des entreprises, des associations ou même des particuliers qui stockent des mots de passe. C'est pour cela que je parle de pistes d'amélioration ou de recommandations. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Vous avez sûrement dû rencontrer déjà un site où lors de l'enregistrement, vous demandez une certaine longueur, des caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules, des chiffres. Certains demandent même de remplacer le mot de passe à intervalles réguliers. Mais est-ce que tout ça est vraiment bénéfique pour la sécurité? Eh ben, pas forcément. Microsoft explique dans ses recommandations pour choisir un bon mot de passe, en général, ces exigences provoquent chez l'utilisateur des comportements pires pour la sécurité. Prenons un exemple. Je veux mettre en mot de passe. Bien sûr, cet exemple n'est pas sûr. Ne reproduisez pas ça. On me demande une majuscule. Eh bien, ça sera la première. C'est souvent le cas. Les malveillants le savent. On me demande des chiffres. Eh bien, remplaçons les E par des 3. Et les A par des 4. Des caractères spéciaux sont exigés. Remplaçons le A par un arrobase, par exemple, ou les S par des $. Pour vous, que vaut ce mot de passe? Il correspond aux critères. Il devrait être bon. Et pourtant, il est complètement pourri. Et ne faites surtout pas ce genre de substitution. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il existe des logiciels qui vont se charger de générer ce genre de variantes. Ça donne aux malveillants un dictionnaire de mots de passe. Et les attaques par dictionnaire sont très efficaces. Ils vont compléter bien sûr ce dictionnaire avec des mots de passe qui ont déjà fuité. Et tout ça va donner une très grosse liste de mots de passe potentiels. Une fois un dictionnaire bien généré, ils peuvent passer à l'attaque. Plus tard dans la vidéo, je parlerai d'un autre type d'attaque sur les mots de passe. Vous allez me dire, comment les malveillants peuvent-ils trouver les mots de passe? Eh bien tout simplement en utilisant les dictionnaires de mots de passe et en essayant directement sur les sites toutes les possibilités. Ils peuvent aussi essayer les mots de passe directement sur leur machine si la base de données de mots de passe du site a fuité. Vous avez peut-être entendu parler des nombreuses fuites de données personnelles et certaines avec mots de passe. Mais là je vous vois venir, vous allez me dire mais les mots de passe ne sont pas stockés en clair sur le site. Eh bien si, personnellement c'est comme ça que je faisais quand je me suis fait attaquer. Donc ça je parle de 2 attaques, je vous mets le lien dans le petit i en haut et dans la description vers la vidéo où je parle de 2 attaques que j'ai subies sur l'un de mes sites. Mais aujourd'hui, en général, c'est plus trop le cas. Mais rien ne nous le prouve, sauf quand les mots de passe ont fuité. En général, là on peut savoir comment ils étaient stockés. Mais ce stockage, comment ça marche? Eh bien les mots de passe sont stockés hachés. Imaginez-vous un moulin à café, vous mettez du grain en haut, vous tournez la manivelle ou vous l'activez. En bas, à la sortie, vous avez du grain moulu. Les méthodes de hachage font exactement la même chose. C'est-à-dire que vous mettez votre mot de passe en clair en entrée et en sortie, vous avez un texte qui ne ressemble plus du tout au mot de passe. La particularité de la fonction de hachage, c'est que si vous repassez votre mot de passe en clair dans la même fonction de hachage, le résultat sera toujours le même. Il est donc possible de comparer les mots de passe hachés. Vous allez me dire, bah c'est simple, on hache et c'est fini. Pas si vite. Il y a beaucoup de méthodes de hachage disponibles, mais certaines ne sont plus à utiliser. Par exemple, MD5, SHA1 sont tellement simples que les casser restent faciles. Par contre, Argon 2 ou Bcrypt, par exemple, sont plus difficiles à casser. Pourquoi MD5 et SHA1 elles sont simples à casser? Parce qu'elles sont très rapides. Il est possible de calculer un très grand nombre de mots de passe hachés en un temps très court. C'est ce qui fait que c'est problématique.
prenez le dictionnaire de mots de passe que l'on a généré tout à l'heure, vous le hachez avec MD5 ou SHA-1, selon ce qui a été utilisé sur le site web qui a fuité. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez comparer les mots de passe qui sont présents dans la base de données qui a fuité avec votre table de correspondance. Ces tables, on les appelle des rainbow tables ou des tables arc-en-ciel si on traduit littéralement, et elles permettent donc du coup de faire l'opération inverse, normalement impossible, sur les hashes. Pour pallier à ce problème, on a très vite utilisé ce qu'on appelle un cell. Un cell, c'est une chaîne de caractères aléatoires générée pour votre mot de passe. La table de correspondance doit être calculée par utilisateur. Plutôt que de calculer une table de correspondance par utilisateur, il va prendre le dictionnaire, prendre un mot de passe, le cell, hacher et vérifier si c'est bon. Donc maintenant, quelle est la solution si le simple hash avec SHA, avec un cell, ne suffit plus? Comment faire pour arriver à protéger les mots de passe que nos utilisateurs nous confient? Eh bien, la solution se trouve dans le temps. Il faut que le calcul du hash prenne du temps. Et ça, on peut le faire grâce aux protocoles récents qui sont configurables. Prenons un exemple. On configure votre serveur pour que quand on hache un mot de passe, ça prenne 50 millisecondes. Lorsque l'utilisateur va se connecter, le calcul du mot de passe qu'il a fourni va prendre 50 millisecondes. Pour lui, ça va être assez rapide. Par contre, pour un hacker qui a un dictionnaire d'1 million d'occurrences, calculé pour un seul hash, qui prend 50 millisecondes, ça fait 50 millisecondes fois 1 million. Ça donne 50 000 secondes, soit environ 13 heures, presque 14 heures. Et ça, c'est par mot de passe ayant fuité, en espérant que votre mot de passe n'est pas dans le dictionnaire. Il faut pas se leurrer, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Mais à ce jeu, les fonctions de hachage Argon 2 et Bcrypt sont plutôt pas mal pour nous. Je n'ai pas encore parlé de failles de sécurité dans cette vidéo, et pourtant il peut y en avoir une lors de la vérification du mot de passe. Pour cela, les langages de programmation vous proposent des méthodes prévues à cet effet. Utilisez-les pour vérifier les mots de passe en toute sécurité. Tout à l'heure, je vous disais que j'allais parler d'une autre attaque sur les mots de passe. C'est l'attaque par brute force. Comment les malveillants ont cassé les premiers mots de passe protégés par MD5 ou SHA-1. Avec l'augmentation de la puissance des ordinateurs, il y a eu des générateurs de caractères. En les passant dans la fonction de hachage, ils ont pu comparer facilement des mots de passe qui ont déjà fuité et ainsi les casser. Ça s'est énormément accéléré grâce aux cartes graphiques récentes qui ont des capacités de hachage très performantes et très évoluées. Mais pour Argon 2 ou Bcrypt, s'il est configuré pour prendre du temps, le malveillant doit s'armer de patience ou alors avoir beaucoup d'argent pour pouvoir avoir du matériel et paralléliser les choses. Mais en général, leur but est de faire de l'argent le plus rapidement possible avec le moins d'efforts possible. Il est fort probable que les mots de passe qui résistent le plus ne soient pas cassés. Pour ça, il faut que les mots de passe ne soient pas dans les dictionnaires. C'est là où on arrive à ce genre de schéma. Avec un schéma tel que celui-là, on se dit qu'un mot de passe qui a 12 caractères avec majuscules, minuscules et chiffres est correct et tient la route. Cependant, il y a quand même un petit problème. Il nous manque des informations cruciales pour savoir comment ont été déterminées ces données. Quelle est la fonction de hachage utilisée? Quel est le matériel utilisé pour arriver à ce résultat? Quelle est la configuration de la fonction de hachage? Quel est le type d'attaque utilisé? En général, c'est brute force, mais on ne le sait pas. Je vous mets un lien dans la description pour plus de détails. Même si on manque de détails sur les informations techniques, ce genre de schéma a quand même l'avantage de pousser les utilisateurs à complexifier un peu leur mot de passe. Mais comme je vous disais en début de vidéo, complexifier un mot de passe que l'on peut retenir, c'est pas si simple. Pour votre site, c'est à vous de calculer ce tableau avec la configuration de la fonction de hachage que vous avez choisie et une configuration matérielle choisie. Mais au final, comment mieux sécuriser nos sites? De plus en plus de sites le font en activant la double authentification, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Ou alors en utilisant un fournisseur d'identité, mais là aussi j'en parlerai dans une autre vidéo. Cette vidéo est déjà très longue et je pourrais parler des heures. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Le premier point, il faut stocker les mots de passe avec une fonction de hachage récente, telle que Argon 2 ou Bcrypt, et bien configurer la fonction de hachage. En 2, limiter le nombre de tentatives possibles pour un compte utilisateur et une IP. En 3, vérifier son code qu'il n'y ait pas de faille de sécurité pour éviter que la base de données ne fuite. Ou si vous ne pouvez pas le faire,
faites-le vérifier. Quatrième point, limitez le nombre minimum de caractères dans les mots de passe. Personnellement, je limite à 10 caractères. Cinquième point, ne pas mettre de limite haute ni de limitation sur les caractères possibles. Ainsi, on peut saisir une phrase. Sixième point, refusez les mots de passe connus des pirates. Il est possible de le faire via des services en toute sécurité. Septième point, ne pas obliger vos utilisateurs à saisir des caractères spécifiques, mais plutôt de mettre un indicateur de robustesse qui se base sur la saisie courante de l'utilisateur, qui permettra par exemple d'éviter un mot de passe de 10 caractères ne contenant que des A. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'approfondisse pour votre langage de programmation, avec le langage de programmation que vous utilisez. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il me reste à vous dire au revoir et bon code.